Shirley retient ses larmes qui lui montent aux yeux, ramassant ses objets personnels sur son bureau, une tasse, une calculatrice, un calendrier et divers petits objets. Ses amis ont tenté de la consoler, l'invitant à ne pas se laisser abattre, lui rappelant qu'il s'agissait simplement d'une perte d'emploi. Ils lui ont expliqué que l'entreprise était au bord de l'effondrement, avec des retards de salaire, et que, comme elle était arrivée plus tard que les autres, ils avaient choisi de la licencier en premier. Ils lui ont assuré qu'elle trouverait un meilleur emploi, car elle était encore jeune et qu'elle avait le soutien de son riche fiancé qui subviendrait à ses besoins. Shirley renifle et admet que c'est vrai, elle exprime son inquiétude à propos du mariage à venir et de son nouveau chômage. Elle anticipe les remarques sarcastiques de sa future belle-mère, qui ne l'a jamais approuvée. Shirley pensait que sa belle-mère la considérait comme inadéquate, car elle venait d'une famille normale et travaillait dans les archives. Aujourd'hui, elle craint de se faire gronder parce qu'elle dépend de Brad, mais elle sait que ce n'est pas de sa faute si sa mère l'a élevée seule. Elles ont toujours eu des difficultés financières et sa mère, comptable, était loin d'être millionnaire. Shirley ne pouvait même pas se permettre d'aller à l'université. Après le lycée, elle a suivi un cours de gestion de bureau et a commencé à travailler. Elle s'était finalement installée dans son travail et s'était habituée à tout lorsqu'elle a soudain été confrontée à la nécessité de chercher à nouveau un emploi. Hélène, sa collègue, l'a prise dans ses bras et l'a rassurée en lui disant que les choses allaient s'arranger. Elle conseille à Shirley de ne pas se laisser abattre, soulignant que si son fiancé l'aime vraiment, il comprendra. Quant à sa mère, Hélène suggère de l'ignorer puisque Shirley ne vit pas avec elle. Hélène lui dit au revoir en lui souhaitant bonne chance. Shirley rentre chez elle, dépitée, et se confie à sa mère, lui racontant tout ce qui s'est passé. Sa mère la réconforte, reconnaissant que le moment est mal choisi, juste avant le mariage. Toutefois, elle assure Shirley que les choses s'arrangeront et l'encourage à consulter les offres d'emploi pour trouver quelque chose qui lui convienne. Shirley est allée dans sa chambre, s'est changée et s'est effondrée sur le lit, sanglotant inconsolablement. Comment pourrait-elle le dire à Brad ? Sa mère croirait sûrement qu'elle n'était avec lui que pour l'argent. En regardant une photo de son bien-aimé, Shirley se remémore leur rencontre. Ils s'étaient rencontrés par hasard en rentrant du travail. Shirley se consolait souvent en se tenant sur le pont et en regardant la rivière. Un jour, alors qu'elle se perdait dans les ondulations de l'eau, elle a été surprise par un éclair. Il s'avéra qu'un jeune homme séduisant l'avait prise en photo. Shirley le regarde, perplexe et décontenancé, et il s'excuse rapidement, admettant qu'il n'a pas pu résister à l'envie de capturer sa beauté. Il lui demande s'il peut garder la photo. Cela vous dérange si j'immortalise ce moment pour en faire un souvenir ? Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas une personne dérangée ou quoi que ce soit de ce genre. Je suis simplement passionnée de photographie et toujours à la recherche de clichés intéressants. Au fait, je m'appelle Brad. Shirley rougit à ses compliments et murmure son propre nom en retour. Elle le rassure en lui disant que cela ne la dérange pas du tout qu'il l'ait prise en photo sur le pont. Elle fréquentait souvent cet endroit parce qu'elle aimait regarder l'eau couler, qu'elle trouvait apaisante et paisible. Il s'est avéré que la photo avait magnifiquement capturé l'essence de l'eau. Elle représentait Shirley, perdue dans ses pensées, ses cheveux blonds flottant au vent, avec en toile de fond les voitures qui passaient. Cette rencontre sur le pont a marqué le début d'une profonde amitié qui s'est transformée en amour. Chaque jour, ils sont attirés l'un vers l'autre comme des aimants, et leur communication constante leur apporte un immense bonheur. Brad n'était pas un jeune homme ordinaire. Âgé d'une vingtaine d'années, il était le fils d'un homme d'affaires prospère et possédait déjà sa propre voiture, généreusement offerte par ses parents. Avec ses vêtements à la mode et l'obtention prochaine d'un diplôme dans une université prestigieuse, il semblait promis à un avenir prospère. En revanche, Shirley a grandi dans une famille modeste, voire pauvre. Sa mère, Hélène, l'a élevée seule et subvenir aux besoins de Shirley a toujours été un défi. Néanmoins, Hélène s'est efforcée de faire en sorte que sa fille soit aussi bien habillée que ceux qui l'entourent. Actuellement, Shirley travaille comme employée de bureau dans une entreprise. Bien que le salaire soit modeste, le travail est ordonné et propre. Au début, Shirley s'est inquiétée lorsqu'elle a découvert les origines aisées de Brad.
Elle craignait qu'il n'affiche sa supériorité, mais à sa grande surprise, Brad était facile à aborder, accessible et pas du tout arrogant. Ils s'entendent si bien qu'ils décident bientôt de se marier. La mère de Shirley est aux anges. Elle s'est immédiatement prise d'affection pour Brad, qui a fait preuve de politesse et de tact lors de leur repas de famille. En revanche, les parents de Brad sont moins enthousiastes à l'égard de Shirley. Madame Fuller peine à dissimuler sa désapprobation, tandis que Monsieur Fuller regarde Shirley avec une condescendance évidente, comme s'il affirmait sa supériorité. La mère de Brad a tenté de le dissuader d'aller jusqu'au bout du mariage, remettant en cause son choix et dénigrant le passé et les perspectives de Shirley. Elle se demande ce qu'il trouve à cette fille modeste alors que d'autres femmes, comme Meghan, appartiennent à une couche sociale plus élevée, ont des apparences raffinées et fréquentent des institutions prestigieuses. Dans la prestigieuse université où Shirley étudiait, son père avait récemment acheté pour elle un appartement dans le centre animé de la ville. Cependant, lorsque Brad a exprimé son désir de l'épouser, il s'est heurté à la résistance et à la colère de la mère de Shirley. « Maman, arrête, s'il te plaît. Pourquoi juges-tu les gens uniquement en fonction de leur richesse? Tu as épousé mon père alors qu'il n'avait rien, et toi-même tu ne viens pas d'une famille riche. Alors où est le problème si je veux me marier par amour? J'ai rencontré Meghan quelques fois, oui, elle peut être insolente et espiègle, mais au fond, elle n'est qu'une personne ordinaire. Je n'ai pas besoin d'elle, je ne l'aime pas du tout. J'aime Shirley, et c'est tout ce qui compte. Mettons fin à cette conversation désagréable. Je n'ai pas besoin d'un mariage extravagant, et je ne demande pas des millions. Nous nous marierons et c'est tout, déclare Brad avec fermeté. M. Fuller s'emporte, eh bien, où comptez-vous vivre, les tourtereaux? Envisagez-vous d'emmener votre épouse dans notre manoir? Et comment comptez-vous subvenir aux besoins de votre famille? Certainement pas avec mon argent. J'espère que vous venez d'obtenir votre diplôme et que vous n'êtes pas encore à la charge de quelqu'un. Brad répond avec passion, ce n'est rien, nous nous débrouillerons. Nous louons actuellement un appartement, et c'est très bien comme ça. Je travaille à temps partiel, le plus important, c'est que nous nous aimions, et le reste se mettra en place. Je veux tout réussir par moi-même, en partant de zéro. Il est important pour moi de prouver ma valeur sans dépendre de ton argent, tu ne comprends pas? Shirley aimait profondément Brad et ne pouvait imaginer sa vie sans lui. Elle était terrifiée à l'idée qu'il puisse donner la priorité à l'opinion de ses parents et la quitter. De plus, elle avait récemment été licenciée, ce qui ajoutait à ses angoisses. Elle craignait qu'il pense qu'elle avait été renvoyée parce qu'elle était incompétente. Cependant, ses craintes n'étaient pas fondées. Son père l'a prise dans ses bras, l'a embrassée doucement et l'a rassurée, « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout peut arriver dans la vie. Nous allons célébrer le mariage, puis je t'aiderai à trouver un autre emploi. Je suis là pour toi et nous allons tout gérer ensemble. Je t'aime. Ne l'oublie jamais. » Shirley laisse échapper un soupir de soulagement. « Je t'aime aussi, Brad. Tu es formidable et j'ai beaucoup de chance de t'avoir. C'est merveilleux que nous nous soyons rencontrés. » Le jour de la fête arriva enfin. Shirley s'habille d'une simple robe blanche et admire son reflet dans le miroir. Elle sourit, car la robe lui allait parfaitement. Son humeur est euphorique. Aujourd'hui marque le jour le plus important de sa vie, son mariage. Quoi de plus exaltant pour une femme? Cependant, sa belle-mère ne partageait pas sa joie. Alors qu'ils attendent avec impatience l'arrivée des jeunes mariés au restaurant, son mari se lamente. « Cette fille affamée vient ici avec notre fils. Je ne souhaite pas la voir. Quel genre de cadeau pourrait-elle offrir? Elle n'a rien, c'est une honte. Et où notre fils a-t-il trouvé une fille aussi sotte? Il devrait se servir de sa tête. » Croyant au pouvoir de l'amour, les jeunes mariés entrent gracieusement dans la salle. Les salutations chaleureuses des invités donnent le ton d'une fête joyeuse. La mère de Shirley a fait preuve de modestie dans le choix de sa tenue, une robe classique sans fioritures, associée à des chaussures discrètes. Une broche et des boucles d'oreilles simples l'ornaient, soulignant une élégance intemporelle. Au cours des festivités,
la mère de Brad est montée sur scène, exprimant son dédain pour la robe de la mère de Shirley et disant adieu à sa jeunesse. Madame Fuller, dans sa robe écarlate ultra-moderne et provocante, ressemblait davantage à une vieille adolescente, accablée par une multitude de diamants et d'or autour de son cou. Malgré son visage sans rides et rehaussé de botox, son visage ressemblait plus à un masque inanimé qu'à une image de jeunesse. Au milieu de l'agitation, Hélène, la mère du marié, a adressé ses sincères félicitations aux jeunes mariés. Elle souligne l'importance de leur union et leur souhaite amour, respect et soutien. À leur grande surprise, elle leur remet les clés d'une maison d'été à la campagne, leur offrant une retraite paisible loin de la vie citadine. Madame Fuller réagit avec colère et dédain, remettant en cause le choix d'un village isolé et d'une maison prétendument détruite. Hélène, déconcertée, avait emprunté pour offrir ce cadeau inattendu et s'est sentie humiliée par la réponse négative de Madame Fuller. Shirley, déterminée à sauver cette journée spéciale, poursuit sa mère bouleversée et l'implore de rester. Mais Hélène, peu disposée à affronter l'insolente Madame Fuller, décide de partir, ne voulant pas gâcher les festivités. Shirley est revenue au mariage, attristée et en larmes, tandis que le comportement litigieux de Madame Fuller a été abordé par son fils, visiblement honteux des actions de sa mère. Brad a reçu des actions de la société de son père, à la condition qu'il n'hérite des dividendes que s'il reprend l'entreprise. Or, Brad avait clairement fait savoir qu'il n'était pas intéressé par une carrière dans les affaires, mais son père n'en démordait pas. Ce désaccord a transformé leur mariage en une discussion houleuse, gâchant complètement ce joyeux événement. Les mois passent et Shirley peine à trouver un emploi malgré ses efforts. Chaque opportunité semble exiger de l'expérience, ce qu'elle n'a pas. De même, Brad voit ses perspectives d'emploi s'amenuiser dans le domaine qu'il a choisi, alors qu'il vient d'obtenir son diplôme. Pour ne rien arranger, son père a intentionnellement bloqué tous ses comptes bancaires afin de lui donner une leçon pour sa désobéissance. L'espoir était que Brad souffrirait et finirait par revenir aux côtés de son père en tant qu'homme d'affaires. L'argent du cadeau de mariage étant rapidement épuisé, le couple se retrouve dans l'incapacité de payer le loyer pour le mois à venir. Assis dans leur cuisine, désespérés, ils se demandent ce qu'ils vont faire. Soudain, Brad prend la parole et suggère qu'ils aillent visiter la maison de la mère de Shirley à la campagne. Il se rend compte qu'ils ont une solution potentielle sous les yeux. Shirley, sceptique, s'interroge sur l'idée qu'un citadin comme Brad puisse s'adapter à un mode de vie rural. Malgré ses réserves, elle reconnaît qu'il vaut la peine d'explorer cette possibilité. La maison pourrait peut-être servir de lieu de retraite paisible pendant les mois d'été. Le lendemain, le couple se met en route vers le village. Le voyage fut long et pénible, et ils arrivèrent dans la soirée. Lorsqu'ils posent les yeux sur la propriété qui leur a été offerte, Brad siffle d'étonnement. La maison, bien que vieille et usée, dégageait un certain charme avec ses volets ouvragés et son entrée voûtée soutenue par des colonnes uniques. Cependant, l'état de délabrement était évident, les tuiles du toit s'effritent, provoquant des fuites, et un coin de la maison est visiblement courbé, ce qui pourrait indiquer des problèmes de fondation. Shirley ne peut s'empêcher de se sentir découragée en contemplant l'énorme maison désolée. Elle ressemblait plus à une grange abandonnée qu'à une propriété désirable. Elle se demande si sa mère est saine d'esprit en leur offrant un tel cadeau au milieu de nulle part et dans un tel état de délabrement. Elle n'avait aucune envie de pénétrer à l'intérieur. Elle avait l'impression d'avoir fait un voyage inutile. Pendant ce temps, Brad explore la cour environnante, fasciné par le potentiel de la propriété. Il garde espoir et pense qu'avec du temps et des efforts, ils pourront transformer la maison en un lieu charmant et confortable. Encouragée par son optimisme, Shirley a décidé à contre-séance de lui donner une chance. Ensemble, ils se sont lancés dans la transformation de cette propriété rurale négligée en un lieu qu'ils pourraient appeler le leur. Sur le flanc d'une colline, Shirley est stupéfaite. Elle l'exhorte à ne pas s'énerver et l'invite à venir jeter un coup d'œil. La mère de Shirley avait fait quelque chose de remarquable et elle l'encouragea à ne pas juger trop vite. Devant cette beauté à couper le souffle, Shirley ne peut qu'être d'accord. La vue sur la gauche était vraiment spectaculaire, une forêt dense remplie de pins et de sapins majestueux. À droite,
des champs de blé s'étendaient non loin de là, la rivière se fondait harmonieusement dans le ciel bleu infini, tandis qu'un coucher de soleil éclatant peignait le paysage. C'était un spectacle enchanteur. Brad, plein d'enthousiasme, conduit Shirley à l'intérieur pour explorer la propriété. Ils ouvrent la porte rouillée et sont envahis par une odeur d'humidité et de souris. L'état des 5 grandes chambres au haut plafond est vraiment déplorable. Le plâtre est devenu humide et s'affaisse, tandis que le sol présente des signes de pourrissement par endroits. À chaque pas, les planches grincent. Shirley tousse en s'exclamant que c'est un cauchemar et que c'est poussiéreux. Elle n'arrive pas à comprendre comment on peut vivre dans de telles conditions. Accablée, elle demande ce qu'ils doivent faire, mais Brad a déjà un plan bien défini en tête. Il lui explique avec passion qu'il y a effectivement beaucoup de travail à faire. Mais en procédant progressivement, une pièce à la fois, il pourrait terminer à l'automne. La première priorité est de réparer le toit et la chaudière, puis le puits. Il a également présenté une perspective différente, soulignant qu'actuellement, il payait une somme d'argent importante chaque mois pour un appartement loué. Tous deux n'avaient pas d'emploi stable, cependant, s'ils avaient leur propre maison, ils disposeraient d'un vaste terrain où ils pourraient faire un petit potager. En outre, il y avait d'autres bâtiments sur la propriété qui pouvaient être utilisés. Avec le temps, ils pourraient même se lancer dans l'agriculture. L'espace, l'air frais, la tranquillité et l'opportunité sont autant de facteurs qui, selon Brad, devraient les inciter à tenter leur chance. En regardant autour de lui, il a remarqué que le village n'était pas aussi abandonné qu'il le pensait au départ. Il y avait un magasin, un bureau de poste et même une école à proximité. Shirley jette un coup d'œil à Brad, étonnée par son enthousiasme et ses projets inattendus. Elle avoua qu'elle avait pensé qu'il serait le premier à vouloir s'échapper de cette situation en raison de l'immense quantité de travail que cela impliquait. Néanmoins, elle lui déclara sa dévotion, affirmant qu'elle soutiendrait toute décision qu'il prendrait. Où qu'il aille, elle ira aussi. Il n'y a pas d'autre solution. Elle promit de faire de son mieux pour s'adapter et aimer cet endroit, même si elle le trouvait un peu étrange. Ils s'embrassèrent et Brad lui assura qu'il surmonterait tous les défis sans compter sur l'aide de son père. Il était important pour lui de tracer son propre chemin dans la vie, et il avait toujours chéri la nature depuis l'enfance. Même si les débuts sont difficiles, avec de la détermination et de l'amour, ils persévéreront. On dit que si les yeux sont remplis de peur, ce sont les mains qui font le vrai travail. Alors, quel est le plan? Allons-nous continuer? Shirley acquiesce et répond avec confiance, oui, c'est décidé. Je crois en vous. Madame Fuller est déconcertée lorsqu'elle apprend que son fils et sa belle-fille vont tout quitter pour aller vivre au village. Elle a piqué une crise, mettant en doute la santé mentale de son fils et l'accusant de faire partie d'une secte. Où crois-tu aller? Tu es un spécialiste diplômé. Ne fais pas l'idiot, travaille pour ton père et vis confortablement. Tu crois vraiment que c'est mieux pour toi de travailler dans les champs? Elle reproche à Shirley d'avoir semé la confusion dans l'esprit de son fils et d'être à l'origine de cette décision. Cependant, Brad l'a simplement repoussée et a déclaré, « Maman, tu ne peux pas comprendre. Je ne veux pas travailler pour mon père. Cela ne m'intéresse pas, je refuse de vivre une vie remplie de stress et de conflits constants. Je n'ai pas le tempérament pour ça. Je veux m'en sortir par mes propres moyens et vous devez cesser d'insulter ma femme. Si vous voulez savoir, c'est moi qui l'ai convaincue de s'installer au village. Ne vous mêlez pas de nos affaires. Nous nous débrouillerons nous-mêmes. » Monsieur Fuller rit dédaigneusement et dit, qu'il aille dans ce trou misérable. Je suis prêt à parier qu'il reviendra en rampant à la maison avec de la boue sur ses bottes d'ici un mois. Il se rendra compte de ce qu'il rate et deviendra plus sage. Après tout, c'est l'argent qui fait tourner le monde. Il ne lui faudra pas longtemps pour le comprendre. D'un autre côté, la mère de Shirley était ravie que ses enfants aient décidé de déménager et a proposé de les aider à faire les rénovations, d'autant plus qu'elle était en vacances. La première chose à faire est d'acheter les matériaux nécessaires et d'engager une équipe de construction. Ils se sont mis au travail avec enthousiasme. Cependant,
leurs fonds se sont rapidement épuisés et il ne leur restait plus que la somme nécessaire pour les rénovations extérieures. Ils n'ont d'autre choix que de faire le reste des travaux eux-mêmes. Hélène déclare, « Demain matin, nous commencerons à décaper les murs. Le plâtre est en mauvais état, il faudra le refaire avant de pouvoir poser le papier peint. » Au début, Shirley se plaignit et se lamenta. Son corps étant endolori par le travail physique auquel elle n'était pas habituée. Elle voulait abandonner et retourner dans le confort de leur appartement, avec ses commodités modernes et son lit confortable. Cependant, sa mère l'encourageait doucement en lui disant « Sois patiente, ma fille. Les débuts sont toujours difficiles, mais tu t'y habitueras et tu t'impliqueras davantage. Les rénovations seront terminées et ce sera plus facile. Tu as un mari extraordinaire, sois en fier. Ne pensez pas qu'il n'est pas fatigué lui aussi. Il n'a jamais manié une pelle auparavant et ses mains sont couvertes d'ampoules à cause de ce travail inhabituel. Il est épuisé au point que ses genoux tremblent et qu'il est trempé de sueur, mais il reste joyeux. Il dissimule sa fatigue comme un véritable homme. Il est rare de trouver quelqu'un comme lui de nos jours, alors au lieu de vous plaindre, montrez-lui de l'affection de temps en temps, et la paix régnera dans la famille. La famille, ce n'est pas seulement le romantisme et les beaux moments, c'est aussi affronter ensemble de nombreuses difficultés. Se serrer les coudes, parfois pardonner, parfois se taire. Quand j'étais jeune et stupide, je n'ai pas su apprécier l'amour et il a fini par ne plus rien signifier. Il est incroyablement difficile pour une femme de rester seule sans un mari bon et aimant, alors prenez soin de Brad. Mon gendre est un homme merveilleux. Le lendemain, ils ont commencé à travailler sur les murs. Les progrès furent rapides car la pièce était humide et le plâtre s'effritait facilement. Cependant, lorsqu'ils atteignirent le mur du hall, ils rencontrèrent un problème. Il y avait une épaisse couche d'un mélange qui semblait solidement collé au mur. Brad, qui était déjà trempé, s'empara d'un pied de biche et s'efforça de l'arracher, millimètre par millimètre. Soudain, le son devint métallique. Comme si l'outil de fer avait heurté quelque chose de métallique. La curiosité l'a emporté et il a commencé à marteler 2 fois plus vite. C'est alors qu'ils ont découvert une porte secrète. Shirley l'a tirée et elle s'est ouverte sans effort. Dans l'alcôve, ils trouvèrent un lourd coffre. À eux 3, ils parvinrent à le descendre sur le sol. Lorsque Brad l'ouvrit, ils furent tous stupéfaits. Le coffre était rempli de trésors, boucles d'oreilles, colliers et bagues, dont les étiquettes de prix indiquaient qu'ils provenaient d'une bijouterie. Il y avait aussi des liasses de billets. Shirley, très excitée, essaya les bagues, en plaça une à chaque doigt et s'exclama « Oh mon Dieu, comme c'est beau! Nous sommes tombés sur une fortune. Nous allons être riches. Il doit y avoir des millions ici. Nous avons beaucoup de chance, Brad, peux-tu le croire? Tu nous as fait un cadeau royal, maman. » Cependant, Hélène a fait retomber leur excitation d'un cran. Elle dit, « Attendez, les gars. Ne nous emballons pas. Ces objets ont manifestement été volés, ils ont tous une étiquette de prix et ce ne sont clairement pas des trésors historiques ou de valeur. Que devons-nous faire? Brad, qu'en penses-tu? Compte tenu de la loi, nous devrions les remettre aux autorités, et nous pourrions même être récompensés pour cela, répond Brad en se grattant tristement l'arrière de la tête. Malheureusement, tu as raison, nous ne pourrons pas les vendre sans nous attirer des ennuis. Nous ne savons pas à qui elles appartiennent ni quand elles ont été prises. La police, il y a peut-être d'autres informations à prendre en compte. Quant à l'argent, il serait sage de le rendre pour le bien de notre conscience. Il pourrait s'agir de l'argent du sang, mais pour l'instant, laissons les choses en l'état. Hélène, à qui as-tu acheté la maison? L'ancien propriétaire sait peut-être quelque chose, mais il n'est pas certain qu'il ait laissé des objets de valeur. Hélène prend un moment pour réfléchir. Puis dit, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je pourrais t'offrir pour ton mariage? Soudain, je suis tombée sur une annonce concernant une maison à vendre dans le village à un prix incroyablement bas. J'ai appelé et pris rendez-vous avec le propriétaire. Au début, il m'a semblé peu fiable avec ses yeux agités et ses tatouages, ressemblant à un condamné ou à un gros buveur.
Son visage était ridé et il avait très peu de dents. Son apparence était plutôt repoussante, mais les documents étaient propres et je les ai même fait vérifier par un notaire pour plus de sécurité. Je suis immédiatement tombée amoureuse de l'endroit. La rivière est cristalline, on peut en voir le fond, et l'air est si frais. Je l'ai donc acheté en me disant que si tu ne l'aimais pas, je m'y installerais moi-même et te donnerais mon appartement. Brad a regardé Hélène avec respect et lui a dit « Merci de t'être occupée de nous. Tu es une bonne mère, attentionnée, compatissante, gentille et attentionnée. C'est pour cela que je t'aime. » Comme tout cela s'est passé le samedi, ils ont décidé de signaler le trésor à la police après le week-end. Entre-temps, ils ont continué à travailler à la réparation de la maison, et les progrès ont été encore plus rapides au cours de cette soirée chaude et paisible. Elles étaient loin de se douter que les ennuis allaient commencer. Shirley et sa mère étaient occupées dans la cuisine à préparer une salade et à mettre la table. Brad finissait de planter les derniers clous dans le banc pour le rendre plus stable lorsque deux voyous ont soudain fait irruption dans la cour. Leur visage grossier et l'usage qu'ils font de l'argot montrent immédiatement qu'il s'agit de détenus. Ils s'approchent agressivement de Brad en criant « Eh, où est notre or? Rendez-le-nous maintenant, ou nous vous briserons le cou, ainsi que celui de votre poulet. » Ils prétendaient n'avoir rien à perdre. Bien que Brad soit issu d'une famille aisée et qu'il n'ait jamais participé à des combats de rue. Il est athlétique et pratique le karaté depuis l'enfance. Il s'est immédiatement défendu en leur disant de quitter leur maison, car elle leur appartenait désormais et ne contenait rien qui appartienne aux voyous. Shirley se précipite sous le porche, témoin de la situation, devient terrifiée et hurle. Hélène évalue rapidement la situation et leur demande de courir aussi vite que possible jusqu'à l'officier de police du district voisin et de demander de l'aide. Elle leur a demandé de ne pas rester immobile et de courir pour leur sécurité. Shirley a immédiatement obéi et s'est mise à courir. Dans l'arrière-cour, résonnant dans toute la rue, une voix angoissée appelait à l'aide des personnes de bonne volonté. Des bandits avaient attaqué mon mari et nous avions désespérément besoin d'aide. Alors que la jeune fille se précipite vers le poste de police, un groupe de courageux habitants armés de fourches et de haches s'élance déjà vers la maison de notre héros. Dans ce village très uni, la communauté avait un fort sentiment d'unité et tout le monde s'empressait d'offrir son aide en cas de malheur. Hélène, la belle-mère, a défendu sans crainte son gendre contre les bandits. Elle a vigoureusement brandi une pelle en l'air, leur criant de ne pas s'approcher de lui. « Je ne vous laisserai pas faire de mal à Brad. Sortez d'ici !» hurle-t-elle. Malgré sa détermination, Brad a fini par être blessé par l'un des bandits qui brandissait une bouteille cassée. Heureusement, les habitants sont rapidement venus à leur secours, tandis que Shirley, accompagnée d'un policier local, s'est précipitée sur les lieux. Le chaos a éclaté dans la cour alors que tout le monde se battait pour maîtriser les bandits. Finalement, les criminels ont été appréhendés et solidement attachés à un poteau. Grognant comme des bêtes sauvages, ils respiraient difficilement et crachaient du sang. Après l'incident, le président du village a accompagné Brad et Shirley au poste médical pour faire soigner ses blessures. Pendant ce temps, Hélène raconte en larmes les événements qui se sont déroulés. « Nous étions sur le point de dîner lorsque ces bandits ont fait irruption », raconte-t-elle. Ils ont exigé le trésor que nous avions accidentellement découvert. Ils ont menacé de nous tuer si nous n'obtempérions pas. Brad, en jeune homme courageux, est intervenu pour défendre notre famille. Je ne sais pas ce qui se serait passé si les voisins n'étaient pas arrivés à temps. Le policier, surpris, a demandé « Avez-vous vraiment trouvé un trésor, Hélène ?» Hélène acquiesce et explique « Oui, hier, en faisant des réparations, nous avons enlevé du plâtre et nous sommes tombés sur un vieux coffre caché dans le mur. Il était rempli d'objets volés à une bijouterie, tous neufs et portant encore leur étiquette. Nous avions l'intention de le remettre à la police, mais nous n'en avons pas eu l'occasion. Il semblerait que ces criminels soient les auteurs de plusieurs vols dans des bijouteries. C'est vraiment incroyable. Nous devons nous débarrasser des bijoux volés dès que possible. 1 heure plus tard, le trésor volé a été pris comme preuve et les bandits ont été transportés au poste de police. Il n'est cependant pas fait mention d'un quelconque dédommagement.
Hélène est soulagée que tout se soit bien terminé, un secouriste s'occupe des blessures de Brad, heureusement sans gravité. Shirley s'occupe de son mari, bandant ses blessures avec diligence et lui apportant du thé chaud et des sandwichs. Brad sourit et dit, « Notre chance de devenir millionnaire n'a pas fonctionné, Shirley, mais je te suis reconnaissant de t'être occupé de moi. J'avais tellement peur pour toi. Si quelque chose de grave était arrivé, cela aurait été insupportable. » Shirley a fait un signe de croix et a répondu, « Ne t'inquiète pas. Nous nous en occuperons nous-mêmes. Comme nous l'avions prévu. Je ne veux pas de millions si cela doit mettre notre famille en danger. Au fait, Tania m'a offert ses poulets. Elle ne peut plus s'en occuper. Pourquoi ne pas essayer? Tu as toujours rêvé d'être agriculteur, non? Commençons par quelque chose de simple. » Brad rit, enlace tendrement sa femme et l'embrasse par jeu sur le nez. Venant de quelqu'un qui a grandi en ville. Bien sûr, essayons. Il faut bien commencer quelque part. Brad prépara une clôture et une cabane tandis que Shirley les blanchissait à la chaux. Ils acquièrent leurs premiers animaux de compagnie, 20 adorables petits poussins. Shirley suivit les instructions de leur voisine âgée, et bientôt les poussins devinrent des poulets en bonne santé. Shirley était fière d'elle. Les réparations de la maison ont également progressé, grâce au soutien de leurs voisins. Ceux-ci étaient heureux et surpris que des personnes aussi jeunes aient choisi de vivre dans le village, alors que la plupart des gens partent aujourd'hui à la ville à la recherche d'une vie confortable et prospère. En plus des poules, Brad et Shirley ont accueilli un chien nommé Teddy, qui leur a été offert par le président, et un chat nommé Thomas. Ils ont même osé élever un veau. C'était leur nouvelle vie. Hélène leur rendait souvent visite le week-end, les aidant et passant du temps avec eux. Elle aimait être dans la vieille maison, même si elle n'était pas tout à fait installée. Il y régnait une certaine tranquillité. Malheureusement, Brad n'avait plus aucun contact avec ses parents depuis un scandale horrible impliquant sa mère. Il ne voulait même pas les appeler. Leur manque de compréhension et de soutien l'a profondément blessé. Très vite, il a appris des choses troublantes sur son père, qui l'ont profondément ébranlé. Près de 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation des 2 condamnés qui s'étaient évadés de prison alors qu'ils purgeaient des peines pour de multiples cambriolages de bijouterie. Au cours de la 2e enquête, les condamnés ont tout avoué. Il était inutile de se cacher puisqu'ils étaient déjà condamnés à la prison à vie pour avoir tué un gardien lors de leur évasion. Il s'est avéré que ces condamnés suivaient les instructions d'un autre homme qui avait planifié les cambriolages et pris sa part. Cependant, lors du dernier cambriolage, les voleurs ont hésité et ont déclenché le système d'alarme, ce qui les a obligés à s'enfuir. Dans une course désespérée, ils ont essayé de trouver un endroit où cacher le butin pour éviter de se faire attraper par la police. Le groupe de voleurs avait des arrière-pensées. Non seulement ils voulaient tromper le spotter, mais ils avaient aussi l'intention de garder le butin volé pour eux. L'un des bandits s'est souvenu que son ancien compagnon de cellule avait hérité d'une maison dans un village isolé et désert. Ils ont donc décidé de cacher leur butin dans un compartiment dissimulé. Dans le mur de la maison, en veillant à ce qu'il soit bien déguisé. Malheureusement pour les cambrioleurs, ils ont finalement été appréhendés par la police. Par l'intermédiaire de leur avocat, le spotter a averti les condamnés que toute tentative de trahison aurait des conséquences désastreuses, même dans l'enceinte de leur cellule. Craignant pour leur sécurité, les cambrioleurs ont décidé qu'il était plus sage de se conformer à l'autorité pénale, en gardant le silence et en prétendant qu'ils avait agi seul et s'était débarrassé des bijoux et de l'argent volés sur la route, à un endroit dont il ne se souvenait pas. Le beau-frère du cambrioleur a été chargé de surveiller la maison. Cependant, il n'avait pas prévu que le propriétaire de la maison la vendrait brusquement. En entendant tout cela, Brad, intrigué, interroge l'enquêteur sur l'audace de ces criminels. Il se demande comment ils peuvent ne reculer devant rien pour arriver à leur fin. Brad a l'impression d'écouter un roman policier captivant, mais il sent que quelque chose de crucial n'a pas été dit, l'identité du guetteur. En réalité, le spotter était le cerveau de toute l'opération. Ce fait amena Brad à se demander pourquoi il était impliqué dans cette histoire, puisqu'il n'avait aucun lien avec elle.
si ce n'est qu'il était tombé par hasard sur des bijoux volés qui lui causaient une détresse personnelle. L'enquêteur âgé poussa un lourd soupir et expliqua que s'il avait contacté Brad, ce n'était pas sans raison, il avait des nouvelles à partager. La vérité est que le père de Brad, Monsieur Fuller, est le cerveau de l'affaire. Fuller, le père de Brad, était le cerveau et le client de tous ces vols. Ces entreprises légitimes servaient de couverture, dissimulant sa véritable identité de personnage tristement célèbre dans les cercles criminels. Pendant des années, il a échappé à la justice et est resté caché dans l'ombre, évitant d'être directement impliqué dans des activités illicites. Cette révélation signifiait que, désormais sous enquête, il risquait de graves conséquences, y compris la confiscation de tous ses biens. Brad est sous le choc, bouche bée, peinant à saisir la gravité de ce qu'il vient d'entendre. Mettant en doute la certitude de l'enquêteur, Brad se demande comment cela est possible. Il a nié avec véhémence toute implication dans les opérations illégales de son père, car il s'est toujours tenu à l'écart des affaires risquées et douteuses de son père. La révélation que son père était non seulement impliqué dans des activités criminelles, mais aussi dans le cambriolage de bijouterie, était insondable pour Brad. L'incrédulité la plus totale l'envahit. Tout ce qu'il voulait maintenant, c'était confronter son père, le regarder dans les yeux et obtenir des réponses de première main. Brad pensait qu'en faisant cela, tout deviendrait clair, mais l'enquêteur interrompt le fil de ses pensées et lui conseille d'attendre un peu. Il y a encore quelque chose à régler. Lors du procès, tous les biens de Brad ont été confisqués. « Où est ma mère ?» demande-t-il anxieusement, racontant la récente querelle qui a précédé son départ du village. L'enquêteur se contente de hausser les épaules, sans apporter de réconfort. « Je ne peux pas le dire avec certitude. Vous devrez vérifier vous-même où elle se trouve, répondit-il avec dédain, tout en assurant Brad qu'il organiserait une visite à son père. Sympathique mais résigné, l'enquêteur ajoute, « C'est une mauvaise nouvelle, Brad, mais que peut-on faire ?» De retour à son manoir en ville, Brad le trouve étrangement scellé, sans aucun signe de vie à l'intérieur. Après l'arrestation très médiatisée de son père, il s'est heurté à l'indifférence de sa famille et de ses amis, qui l'ont évité. Certains refusent de répondre à ses appels, tandis que d'autres refusent catégoriquement de savoir où se trouve sa mère, se méfiant de toute association avec le scandale. Seul et angoissé, Brad ne sait pas où se trouve sa mère. A-t-elle des ennuis? Les avoirs de son père étant gelés et sa mère n'ayant jamais travaillé, la situation était désastreuse. Tard dans la nuit, Brad retourne au village, l'esprit agité par l'inquiétude. Shirley, sa femme, l'accueille avec sollicitude et le réconforte dans ses bras. Brad lui fait part de ses problèmes, de l'arrestation de son père et de l'absence mystérieuse de sa mère. Dans un élan de solidarité, Shirley le rassure, « Si ta mère n'a nulle part où aller, elle peut rester avec nous, nous nous débrouillerons. Personne ne devrait être laissé à lui-même. » Malgré les tensions passées entre Shirley et sa mère, Brad est reconnaissant de son empathie, conscient de l'urgence de la situation. Brad a décidé de mettre de côté ses griefs et de se concentrer sur la recherche de sa mère. « Vous êtes une vraie perle, » dit-il à Shirley, lui exprimant sa gratitude avant de se retirer pour la nuit. Cependant, leur répit fut de courte durée car un coup inattendu vint troubler le calme de la soirée. Surprise, Shirley hésite, se rappelant d'anciens visiteurs indésirables. « Brad, s'il te plaît, ne pars pas, » murmure-t-elle nerveusement, son appréhension étant palpable. Sans se décourager, Brad enfile sa veste et s'aventure dehors, accueilli par les aboiements frénétiques de leur chien. À sa grande surprise, leur voisin Richard se tenait dehors avec une annonce inattendue. « Brad, Shirley, vous êtes là ?» appelle Richard, avec une note d'urgence dans la voix. « J'ai amené un visiteur pour vous. Votre mère est venue vous chercher, mais elle a fait demi-tour et s'est retrouvée près de la forêt. Je suis tombé sur elle en revenant du village voisin, » expliqua-t-il, le soulagement évident dans sa voix alors qu'il racontait la rencontre fortuite avec la mère de Brad. « J'ai vu ma mère, couverte de piqûres de moustiques, pleurant, avec des talons cassés et une roue de valise abîmée. Ses bas étaient déchirés et ses jambes égratignées. Elle était épuisée et luttait pour rester debout. En la voyant,
l'homme s'est empressé de la prendre dans ses bras, exprimant son soulagement de la voir arriver. La veille, il l'avait cherchée dans toute la ville, mais personne n'avait d'informations à son sujet. Il se demande pourquoi elle n'a pas appelé, car il serait venu à sa rencontre. Madame Fuller, submergée par l'émotion, sanglote et avoue sa honte pour la façon dont elle les a maltraités. Lui et Shirley, elle se rend compte qu'elle a eu tort de traiter sa belle-fille si mal. Elle s'est excusée auprès de son fils, lui demandant s'il lui permettait de rester, reconnaissant qu'elle n'avait nulle part où aller. Avec gratitude, Brad prend sa valise et remercie son voisin, Richard, d'avoir amené sa mère. Il s'engage à lui rendre l'appareil et lui donne rendez-vous le lendemain soir pour faire plus ample connaissance. Shirley, pendant ce temps, s'occupe de sa belle-mère, met la table, fait chauffer du thé, prépare son lit et lui fait prendre un bain chaud. Madame Fuller observe tranquillement sa belle-fille et pense à la femme bonne, gentille, travailleuse et belle qu'elle est. Elle regrette de lui en vouloir. Shirley informe Mrs. Fuller qu'elle lui avait préparé une robe de chambre chaude, lui expliquant qu'elle n'était peut-être pas à la pointe de la mode, mais qu'elle lui tiendrait chaud dans la maison froide, surtout après son bain. Elle lui propose des pantoufles ou des chaussettes chaudes. Soudain, Madame Fuller regarde attentivement sa belle-fille et lui prend la main. Elle s'excuse de sa bêtise et demande pardon, admettant qu'elle a eu tort de juger Shirley et de se disputer avec son fils. Elle exprime son admiration pour Shirley et s'engage à oublier les griefs du passé, promettant de l'aider de toutes les manières possibles. Bien qu'elle ne soit pas habituée à la vie rurale, Madame Fuller s'engage à s'adapter. Ils vivront comme une famille harmonieuse. Shirley est profondément émue par ses paroles sincères, sentant que sa belle-mère est sincère. Elle lui assure qu'elle n'éprouve aucun ressentiment et qu'elle est convaincue que tout ira bien. Elle lui a fait part de ses difficultés initiales et lui a expliqué qu'elle aussi trouvait la vie au village difficile. Le travail de plantation de leur premier potager lui avait causé d'immenses douleurs au dos, entraînant des nuits blanches. Cependant, elle a reconnu les immenses avantages, tels que l'air pur et l'environnement paisible au royaume de la tranquillité, loin du vacarme de la vie urbaine. La nature nous appelle avec des promesses de sérénité. Demain, nous nous aventurerons jusqu'à la rivière, où vous serez sans doute séduits par sa beauté, tout comme les habitants. Bien que n'étant pas des aristocrates, se sont montrés bienveillants et solidaires lors d'une attaque de bandits. Un contraste saisissant avec l'anonymat urbain où les voisins coexistent pendant des années sans jamais vraiment se connaître. Brad, notre phare de résilience, construit avec diligence une ferme, s'assurant ainsi un revenu durable et repoussant le spectre de la perte. Mon cœur est rempli de gratitude pour votre fils et mon affection pour Brad ne connaît pas de limite. Une semaine plus tard, Brad et sa mère ont entrepris un voyage en ville pour retrouver son père dont ils étaient séparés. Madame Fuller, angoissée depuis l'arrestation de son mari, redoutait cette rencontre. Dans la salle de réunion, ce n'est pas l'homme d'affaires sûr de lui d'autrefois qui les attend, mais une silhouette fatiguée et émaciée. Brad, regardant son père dans les yeux, lui posa une question directe, cherchant la vérité au milieu de l'incrédulité. « Papa, tout cela est-il vrai? L'entreprise n'était-elle qu'une façade, et as-tu été mêlé à des activités criminelles pendant si longtemps ?» Le poids du hochement de tête solennel de son père transmet une vérité qui brise les illusions. Une cascade d'émotions se déploie alors que Brad confronte son père à des années de relations tendues. Dès l'enfance, Monsieur Fuller a tenté de faire de Brad un commerçant sans cœur, réprimant ses penchants naturels. Les relations tendues ont atteint leur paroxysme dans la salle de réunion, où l'homme d'affaires, autrefois fier, a révélé une vie criminelle cachée. La question directe de Brad est restée en suspens, tandis que son père, le cœur lourd, admettait la vérité. « Oui, mon fils, c'est vrai. J'ai profondément honte, et personne, pas même ta mère, ne connaissait l'étendue de mes transgressions. » Sa conviction erronée que l'argent n'a pas d'odeur l'a conduit sur un chemin semé d'embûches. Sa raison d'être, cependant, était d'offrir à Brad une vie d'opulence. Une abondance de privilèges qui incluait les meilleurs tuteurs, les meilleures classes et des indulgences extravagantes. Cette révélation dévoile le récit d'un père qui, malgré ses efforts mal avisés, cherchait le meilleur pour son fils. Pourtant, le fossé entre leurs valeurs,
marqué par la gentillesse innée de Brad et son aversion pour l'insensibilité, est devenu évident au fur et à mesure que la vérité se dévoile, les illusions de prospérité et de succès se brisent et Brad est confronté à la réalité de la vie cachée de son père. Je m'excuse pour les erreurs commises au cours de ce processus. Vous trouverez ci-dessous la version révisée, si la vie et mon fils sont un échec. J'étais certain que tu ne survivrais pas ne serait-ce qu'une semaine dans cette région, et seulement lorsque tu as failli être tué à cause de mes actions précédentes. Lorsque je suis arrivé en prison, ai-je reçu une véritable punition, c'est la seule fois où j'ai reconsidéré ma vie. J'ai réalisé beaucoup de choses, tu n'es pas pire que moi, tu es meilleur que moi, mon fils. Tu ne t'es pas engagé dans des entreprises risquées, tu n'as pas choisi la facilité, même si tu aurais pu vivre confortablement de ma fortune. Tu as choisi l'amour et tu n'as pas trahi Shirley, même quand tout le monde était contre. Tu as fait ce qu'il fallait, c'était ton choix, et je le respecte aujourd'hui. Je suis fier de toi, mon fils, et je m'excuse sincèrement d'avoir passé toutes ces années à essayer de te façonner comme je le voulais, au lieu de t'aimer tel que tu es. J'ai commis de nombreuses erreurs et des actes épouvantables, et j'en suis sincèrement désolé. Malheureusement, je ne peux pas remonter le temps, dit Brad sans pouvoir retenir ses larmes. Il s'est approché de son père et l'a serré fort dans ses bras en lui murmurant, « Peu importe comment tu es toujours mon père, la personne la plus importante pour moi, et je t'aime. Je ne sais pas comment rester en colère longtemps, et je te pardonne. » A ajouté Monsieur Fuller. Fuller a également pris sa femme dans ses bras et lui a murmuré à quel point il se sentait coupable et combien il l'aimait. Sachant qu'il lui disait adieu pour toujours, le temps passa et la vie continua comme si de rien n'était. Brad a reconstruit la ferme derrière la maison et a progressivement maîtrisé cette activité difficile. Shirley l'aidait activement dans tout ce qu'il entreprenait, ils travaillaient ensemble du matin au soir, sans relâche. 6 mois plus tard, la mère de Shirley est venue vivre avec eux. Elle a vendu son appartement en ville, remboursé le prêt qu'elle avait contracté pour acheter la maison et donné le reste de l'argent aux enfants. C'est juste assez pour acheter des machines à traire et l'équipement nécessaire à la production de fromage fermier. L'entreprise prospère, bientôt, des entrepreneurs se rendent à la ferme pour acheter des produits biologiques tels que du lait, du fromage blanc et du beurre. Tous les membres de la famille vivaient en harmonie et les rançéures et les malentendus étaient oubliés depuis longtemps. Le soir, ils prenaient le thé avec de la confiture de fraises et discutaient des projets d'avenir. Richard, un voisin, se joint souvent à eux. Il est veuf, sa femme étant décédée d'une crise cardiaque il y a 10 ans, et ses enfants ont fondé leur propre famille depuis longtemps. Au fil du temps, il s'est pris d'affection pour la mère de Shirley et a tenté maladroitement de s'occuper d'elle. Un soir, Richard arrive à leur réunion en tenue de soirée, une chemise blanche repassée, un pantalon gris aux plis repassés et des chaussures cirées. Richard, rasé de près et dégageant une agréable odeur d'eau de Cologne pour homme, tenait un bouquet de chrysanthèmes. En le voyant, Brad a sifflé et s'est exclamé, « Richard, tu es absolument magnifique. Quelle est l'occasion spéciale, c'est ton anniversaire où tu vas te marier ?» Richard tousse, plonge son regard dans celui d'Hélène et déclare fermement, « Brad, tu as presque raison. Je suis ici aujourd'hui pour demander la main d'Hélène. Je ne peux pas imaginer ma vie sans elle, elle est toujours présente dans mon esprit. Hélène, devant toute ta famille, je te demande officiellement ta main. Je ne suis peut-être pas un homme riche, mais j'ai une maison confortable, et avoir une partenaire comme toi serait un rêve devenu réalité. J'admire votre jardin et il remplit mon cœur de joie. Si je ne réponds pas à vos attentes, dites-le moi. Nous ne sommes plus de jeunes enfants. Prenez le temps de réfléchir et donnez-moi votre réponse avec ce bouquet. C'est une offrande sincère qui vient du plus profond de mon cœur. » Tout le monde est stupéfait, les applaudissements résonnent dans la salle et tous les regards se fixent sur Hélène. Rougissant comme une écolière, elle se sent un peu ridicule dans sa robe à pois. Alors que cet homme avouait ouvertement son amour pour elle, elle se sentait également attirée par Richard. Ils ont eu de nombreuses conversations intéressantes sur la vie, et il s'est avéré être un homme honnête qui ne s'adonnait pas à une consommation excessive d'alcool, contrairement à d'autres qui ne le faisaient que pendant les vacances. Cependant, l'idée de se marier à ce stade de sa vie,
après des années de solitude, ne lui semblait pas familière. Elle avait depuis longtemps abandonné l'espoir de trouver le bonheur en tant que femme, néanmoins, elle aspirait à quelqu'un qui l'aimerait, croirait en elle et la soutiendrait. Elle voulait un partenaire qui soit à ses côtés. Se sentant coupable, Hélène regarda tout le monde et commença à marmonner, « Eh bien, vous savez vraiment comment me surprendre. Je suis même troublée. Richard, vous êtes un bel homme et un excellent hôte, et pour être honnête, j'ai moi aussi des sentiments pour vous, mais comment puis-je quitter mes enfants? Je promets de les aider. Il y a tant de travail à faire dans le jardin et à la ferme, Shirley s'interrompt, riant de bon cœur en regardant son mari, et intervient, « Maman, nous ne sommes plus des enfants en bas âge. Nous pouvons nous débrouiller seuls. Le plus important, c'est que tu sois heureuse. » Nous sommes tous d'accord, tout le monde s'est mis à rire et à s'exclamer, « Santé! À la vôtre !» Sans se laisser décourager par la conversation, Richard s'approche d'Hélène, l'enlace et l'embrasse. À ce moment-là, quelque chose explose à l'intérieur d'Hélène et une vague d'émotion tendre la submerge lorsqu'elle sent le contact fort et doux de ses mains sur sa taille. La chair de poule lui parcourut le corps, une sensation qu'elle avait oubliée depuis longtemps. C'était incroyable de voir comment cette vieille maison usée avait réuni toute la famille. La façon dont cela s'était passé était vraiment remarquable. Il y avait une aura unique et positive qui apportait le calme et remontait le moral de tout le monde. En peu de temps, Shirley a annoncé à tout le monde la joyeuse nouvelle de sa grossesse. Brad ne pouvait contenir sa joie et sautait comme un enfant. Au début, seule Madame Fuller a été déconcertée, car elle s'est regardée dans le miroir et a réalisé qu'elle allait bientôt devenir grand-mère. Oh, mon Dieu, cependant, elle a exprimé sa fierté et son bonheur pour son fils dans une lettre sincère à son mari. Elle l'a rassuré en lui disant que même s'il devenait grand-père, il devait s'accrocher et ne pas perdre espoir. Leur fils était différent d'eux, il vivait avec un amour et une sincérité authentiques, donnant la priorité à la famille plutôt qu'aux richesses matérielles. Il ne se livrait pas à des extravagances inutiles et ne ressentait pas le besoin de se prouver aux autres, il se contentait de travailler et d'aimer sa famille avec abnégation et sincérité, et cela comptait beaucoup. En outre, elle s'est découvert une nouvelle passion pour la fabrication de fromages exquis selon des recettes anciennes. Elle voulait que son mari soit fier d'elle. Car même une personne aussi cultivée qu'elle pouvait s'épanouir à la campagne. Tous se souvenaient de lui et l'aimaient tendrement, attendant avec impatience son retour. La vieille maison a subi une cure de jouvence et n'a plus rien d'un bistrot négligé. Elle rayonnait d'une vie nouvelle, avec ses fenêtres fraîches et ses vignes florissantes.